Donc bonjour à tous, toujours ravie donc de vous retrouver. Bonjour Florence Caramel. Je suis très Bonjour Christine. contente de t'avoir aujourd'hui, pour que tu nous parles, de la VAE sans frontières, un dispositif, à destination des primo-arrivants et des réfugiés. Donc Florence, je vais te demander de te présenter et puis je reprendrai un peu la parole. D'accord. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, merci d'avance pour votre présence et votre participation via le chat. Donc, je suis Florence Caramel. Je suis chargée de mission pour la VAE collective au CRCP. C'est le Comité régional des certificateurs publics, donc sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Et je m'occupe pour l'instant du déploiement du dispositif VAE sans frontières sur la Bourgogne, donc sur les 4 départements de la Bourgogne. Très bien. Donc on va ouvrir le document pour que tout le monde puisse commencer à suivre l'information. Voilà. Donc Florence, peux-tu nous donner les éléments de contexte, les objectifs et qui sont les bénéficiaires et les conditions d'accès au dispositif VAE sans frontières? Alors, je vais déjà vous faire une présentation en fait de ce dispositif. En fait, c'est un dispositif qui est soutenu et financé par le ministère de l'Intérieur et qui est piloté donc par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. C'est un dispositif qui court sur 2 années, 2021 et 2022. Donc, on terminera ce dispositif en décembre 2022. Et donc le dispositif est développé donc par Mes Soins et sera développé très bientôt par ma nouvelle collègue qui est Sarah Oudir, qui est chargée de projet au DAVA de Dijon. Je ne sais pas, je l'ai pas vu, j'ai pas vu sa connexion, je ne sais pas si elle est connectée. Sarah, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es connectée? Non, je ne pense pas. Hein, je ne l'ai pas vu non plus. Donc Sarah Oudir, donc, qui reprendra le dispositif VAE sans frontières dans les semaines à venir, hein, dès que nous aurons fait le tuilage, voilà. Puisque c'est un projet qui prend beaucoup d'ampleur, qui prend beaucoup de temps, et donc Sarah s'en occupera pleinement très très bientôt. Voilà, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que j'ai lancé ce dispositif. Alors, hop. Donc, dans les points abordés aujourd'hui, donc on va faire avec Christine, hein, qui va me poser des questions et m'aiguillera dans les différentes parties. Donc là, on va aller vers les grandes lignes du dispositif VAE sans frontières. Alors, qui sont les différents acteurs professionnels autour de ce dispositif? Alors, en fait, si on fait un petit retour en arrière avant de parler de ce dispositif, on va parler des constats, en fait, pourquoi ce dispositif a été mis en place, en fait, et après on verra voilà, qui les a mis en place en premier. Et donc, en fait, la VAE est sous-utilisée pour le public primo-arrivant, puisqu'en fait, on sait que ce sont des personnes non francophones à 80% qui sont parties donc sans les preuves de leur expérience professionnelle, sans leur papier, hein, qui sont parties de manière très très rapide, alors que pour la plupart de ces personnes, elles ont effectivement une expérience professionnelle acquise dans leur pays, avec des diplômes, avec un savoir-faire, avec des compétences. Et donc ça, c'est très important. Donc sans certification française, elles ont du mal à trouver du travail qui corresponde à leur expérience, à ce qu'elles ont appris, à ce qu'elles ont acquis, au savoir-faire qu'elles ont.
Et en parallèle, le marché de l'emploi en France est en demande dans plusieurs métiers. Il y a pas mal de métiers en tension. Et les entreprises françaises peinent à recruter certaines compétences alors que ce public aurait les compétences et les savoir-faire pour pallier à ça et prendre les emplois. Donc ça, c'est vraiment un constat. Donc les personnes qui ont mis en place le dispositif, ça a été donc une expérimentation qui a eu lieu en 2016, de 2016 à 2018, par le JIPAL, donc à Lyon. Ils ont fait donc une expérimentation sur la VAE pour les publics primo-arrivants, des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Lyon. Et du coup, ils ont mis en place ce qui a été mis en place sur Dijon. Et ce dispositif a fonctionné. Le bilan a été positif et c'est pour ça que le ministère de l'Intérieur a souhaité le développer sur certaines académies, en attendant peut-être d'autres projets à venir. Voilà. Et donc, en 2020, la DIAN, donc c'est la Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité, et la DGESCO ont initié donc ce projet sur d'autres académies. Donc, c'est 12 académies, puisque Marseille a rejoint le dispositif il y a peu, qui se sont occupées de présenter et de développer le dispositif VAE sans frontières. Alors, donc, le déploiement a commencé à partir du 1er janvier 2021 et se terminera au 31 décembre 2022. Et donc, voilà, on n'est pas sur 11 académies, mais on est sur 12 académies. Alors, Christine, est-ce que tu as des choses à me… Non ? Tout va bien ? Non, donc c'était toujours dans la même question d'origine, oui. Vas-y, tu peux y aller. Ok. Alors, donc, les objectifs de ce dispositif. Alors, comme vu dans la slide avant, on est parti en fait d'une déclassification professionnelle des publics primo-arrivants. Et l'objectif donc du dispositif, c'est évidemment de favoriser leur insertion professionnelle grâce à la reconnaissance de leur expérience. Puisque, comme je vous l'ai dit, ils ont acquis une expérience, un savoir-faire dans X secteurs d'activité, et ça, c'est très important à la fois pour eux, c'est vraiment une reconnaissance, et de travailler dans un métier que l'on a exercé pendant X années, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux que de faire un petit boulot pour pallier aux besoins primaires d'une famille. C'est également, donc, dans les objectifs de ce dispositif, c'est également de mobiliser toutes les ressources existantes de manière à leur donner accès à la certification par la VAE. Donc, c'est en fait de mettre tous les moyens qu'il est possible de mettre pour les aider au maximum dans l'accès à la certification. Donc, c'est des cours de FLE, c'est trouver des stages, des immersions d'entreprise, des formations, des choses comme ça, en collaboration, bien sûr, avec les partenaires. C'est également un des objectifs, c'est de restaurer l'estime de soi. Donc, on sait très bien que cette remise dans leur métier d'avant, ça va leur redonner confiance en eux, confiance en leur avenir, puisqu'ils vont pouvoir trouver un travail plus facilement, si on peut mettre facile, avec un diplôme, une certification française que sans. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est de créer une ingénierie FLE adaptée à la VAE, donc avec un positionnement linguistique dès le démarrage de la démarche, c'est-à-dire qu'on va prendre les parcours un par un et on va vraiment mesurer tout ce qu'il est possible de mettre en place pour accompagner au mieux le candidat. Donc, différencier les besoins spécifiques FLE de besoins qui relèvent davantage de la réassurance. Donc, on va effectivement essayer de leur apporter ce langage FLE en rapport avec le métier qu'ils vont exercer et travailler à partir des référentiels de diplôme comme dans un parcours de VAE classique, puisque c'est vraiment une VAE qu'ils vont passer. D'accord. Alors, maintenant, on va parler donc du public cible. Ce sont donc des personnes issues d'un pays tiers hors Europe,
ce sont des personnes qui ont intégré le dispositif et les formations liées au CIR, donc au contrat d'intégration républicaine, même si ces formations sont encore en cours. Le but, c'est vraiment qu'ils soient engagés dedans et qu'au minima, ils aient réalisé les formations liées au français. Tous les cours de français devront être terminés. Tout ceci pour les aider dans leur VAE, en fait. Ce sont également donc des personnes qui disposent d'un premier titre de séjour depuis moins de 5 ans. Alors, je vais vous dire 5 ans, mais ça peut être 5 ans et demi. On va essayer de ne pas non plus être trop date à date, mais en tout cas, on ne pourra pas prendre les personnes qui ont un premier titre de séjour de plus de 6 ans ou de plus de 7 ans. Ce sont également les étrangers primo-arrivants qui comprennent donc les BPI, mais non compris les mineurs non accompagnés, les étudiants, les stagiaires, les travailleurs temporaires et détachés et les détenteurs d'un titre passeport talent. Voilà, donc évidemment, on ne peut pas accueillir tout le monde, hein, et ce public-là, il faut vraiment être sûr de pouvoir les accueillir, donc avec les preuves, hein, les choses qu'on a mis là sur cette slide. On ne pourra pas faire on ne peut pas enlever de critères, en tout cas sur cette slide-là. Alors, les conditions d'accès à la VAE. Donc, comme vous le savez, la VAE, en fait, est possible dans la mesure où on a 1 an d'expérience minimale en rapport avec le diplôme visé. Donc, c'est ce qu'on va également demander aux primo-arrivants. Et cette année, on va leur demander évidemment qu'ils nous la justifient. Alors, les slides d'avant, je vous avais dit que ces personnes-là partaient souvent sans preuve de leur expérience. Donc ça, je ne vous cache pas que c'est une contrainte, en fait, hein. C'est quelque chose qu'on doit demander, mais qui est évidemment pas évidente à avoir, à obtenir, étant donné que les personnes n'ont souvent pas les preuves, pas leurs papiers, pas leurs anciennes fiches de salaire, pas leur contrat de travail, etc. Donc, dans la mesure du possible, on va essayer de leur demander s'ils ont encore des contacts dans leur pays, évidemment, d'avoir cette preuve-là. Mais c'est vrai qu'on ne pourra pas passer outre. C'est-à-dire que si un candidat n'a pas cette preuve-là, malheureusement, on ne pourra pas le faire entrer dans le dispositif. C'est vraiment un prérequis qu'on ne peut pas oublier, hein. Voilà. On demande également aux primo-arrivants, donc pour rentrer dans le dispositif, d'avoir un minimum de maîtrise de la langue française. Pourquoi ? Pour essayer déjà d'être en contact, d'établir un contact avec eux, et aussi qu'ils nous parlent de leur métier, de leurs compétences, de leur savoir-faire, du métier qu'ils ont fait dans leur pays, de celui qu'ils voudraient faire ici en France. Donc, si on ne peut pas échanger un minimum sur ce métier-là, c'est vrai que c'est compliqué. Dans ce cas-là, on leur demandera de parfaire leur niveau de français, hein. Donc, on a mis un niveau A1, A2, mais c'est vrai que le niveau doit être cohérent avec le diplôme visé. C'est-à-dire que plus on va aller vers un diplôme lié au supérieur, plus on va demander un niveau B1, on va dire, B1 ou B2. Voilà, hein, ça va dépendre des diplômes visés. Également, on sera vraiment, au cours des discussions qu'on va avoir avec les primo-arrivants, on va leur demander également leur projet, hein. Si c'est un projet, c'est de rester en France. Donc voilà, la VAE sera possible, il n'y aura pas de souci. Si par exemple, la France est juste un point d'attache et ils ne sont pas prévus de rester assez longtemps, c'est vrai qu'une VAE, c'est pas forcément le moyen en fait qu'on va leur donner pour poursuivre dans leur parcours, hein, puisqu'une VAE, il faut un petit peu de temps pour obtenir la certification. Voilà, et donc avoir aussi des disponibilités pour s'engager dans la démarche de VAE, puisque c'est une démarche qui prend du temps, c'est un investissement personnel, et pour ce public, si on doit mettre des stages, des formations, une immersion, des cours de FLE, il y aura forcément une demande de disponibilité encore plus importante pour eux. Voilà. Alors, je vois qu'il y a pas mal de réactions. Christine. Voilà.
Alors, c'est ça. Donc, un constat, entre autres, beaucoup de BPI n'ont aucun document pouvant justifier d'une connaissance professionnelle. Bon, évidemment, quel dommage. Et donc, sinon, il y a la question de savoir si on peut avoir des exemples de documents prouvant Oui. l'expérience professionnelle. Il n'y a pas de souci. Alors, ça peut être des feuilles de salaire, ça peut être des certificats de travail, des contrats de travail, des attestations. Mais tous ces documents doivent avoir une date, une signature, de manière, voilà, et un coup de tampon aussi, hein, de manière à avoir des documents officiels. Il faut vraiment faire attention à ça. On ne pourra pas prendre un mail, un papier, voilà, sans date, sans un coup de tampon. Sans adresse, voilà. Hein, parfois, on rencontre ça aussi. Il faut absolument qu'on ait quand même, qu'on puisse voir que c'est un document officiel qui prouve que la personne a bien travaillé, a bien exercé dans l'entreprise. D'accord. Alors, traduit, pas forcément, puisque nous, on va pouvoir les faire de notre côté. D'accord. Voilà. Alors, un garagiste à son compte dans son pays n'a pas de document officiel. Que faire ? Écoutez, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, si on n'a pas de document qui prouve que la personne a travaillé au minimum 1 an ou plus, hein, si c'est un diplôme du supérieur, 1 an dans son domaine, on ne pourra malheureusement pas lui faire intégrer le dispositif. Voilà, c'est vraiment un prérequis. Ça ne sert à rien de lui faire croire en sachant que dès le départ, c'est pas possible. Donc après, on peut essayer de l'orienter vers une formation, vers des choses comme ça, mais en tout cas, le dispositif ne sera pas la réponse à la demande, en tout cas. Et donc, effectivement, dans de nombreux pays, les personnes n'ont pas de justificatif de leur emploi, ni de contrat, ni de bulletin de salaire. C'est vrai que ce sont sans doute des situations que tu rencontres régulièrement. Exactement, et d'ailleurs, on apprend énormément à leur côté, puisque moi, j'ai les candidats par téléphone ou en présentiel. Et donc là, la semaine dernière, j'ai rencontré un Irakien, et en fait, j'ai appris qu'on pouvait ouvrir une entreprise comme ça, sans forcément de papier, et que voilà, il n'y avait pas de bulletin de salaire à faire, etc. Donc ce monsieur, effectivement, a une très belle expérience dans son domaine, mais n'a rien qui justifie cette expérience. Mais là, je ne peux effectivement que constater, mais je ne peux pas lui donner la possibilité de l'intégrer dans le dispositif. Mais en tout cas, j'ai aussi des candidats qui ont des documents qui relatent leur expérience. Donc ça aussi, il est important de le notifier. Ok. Voilà. Je pense que tu peux continuer. On reviendra si effectivement il y a d'autres questions. Tout à fait, exactement. Alors, donc, maintenant, on va parler des certifications accessibles. Donc, ce sont l'ensemble des titres et des diplômes. Donc, les diplômes, hein, on va parler de CAP, de Bac Pro, de BTS, de doctorat, de licence. Hein, donc, ça, c'est des diplômes du supérieur. On parle aussi des titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'État. Alors, le CRCP, donc la structure dans laquelle je travaille, est un comité intercertificateur qui travaille avec l'ensemble des 5 ministères que je vous ai cités, là, que j'ai mis dans le diaporama. Donc, ce qui élargit vraiment l'ensemble des diplômes et des titres qu'il est possible d'obtenir par la VAE, puisqu'on va parler du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ministère des Solidarités et de la Santé, ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Donc là, on a énormément de diplômes et de titres qu'il est possible de valider en VAE. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, puisque les primo-arrivants ont des champs de compétences qui sont voilà, dans tous les domaines. Ensuite, à noter aussi que les certifications obtenues par la VAE ont la même valeur que celles obtenues par la voie scolaire. Donc évidemment, on leur explique aux primo-arrivants, quand on leur parle de ce dispositif, qu'ils n'ont pas retourné sur les bancs de l'école, mais que leur expérience vaut vraiment, leur expérience a une valeur importante dans la mesure où ils auront à remplir le livret 2, donc leur dossier de validation,
passer devant un jury pour obtenir la certification appropriée. Voilà. Avant, bien sûr, il faut être recevable, bien évidemment, pour cette VAE, quoi. Le CRCP donc, est un dispositif intercertificateur qui rend accessible donc, l'ensemble des certifications, diplômes et titres donc, en rapport avec les ministères dont je vous ai cités. D'accord. Oui, justement, il y avait donc un tout petit retour sur le questionnement précédent à propos donc la possibilité donc de faire passer des tests professionnels pour en tout cas justifier le niveau de compétence. Ça, oui, alors non, c'est pas possible dans ce dispositif. Ça l'était dans le dispositif qui était porté, présenté par l'AFPA. C'était 1000 VAE, il me semble, où là, on n'avait pas besoin de preuves. Voilà, mais c'était unique, ça portait uniquement sur les titres pro de l'AFPA. Mais du coup, ce dispositif s'est arrêté en décembre et le dispositif dont je vous parle actuellement ne prévoit pas de test. Voilà. J'ai vraiment pas d'autre choix que de demander ces preuves aux primo-arrivants. Voilà, c'est vraiment un prérequis qui ne peut pas être enlevé. D'accord. Et une attestation sur l'honneur du candidat ou d'un tiers, c'est pas non plus suffisant. On souhaite vraiment un document officiel, contrat de travail, bulletin de salaire, attestation de travail, vraiment quelque chose de très officiel. Ok, très bien. Je sais que c'est difficile, hein, mais je vous assure que, enfin voilà, pour nous qui développons le projet, c'est pas évident non plus. Hein. C'est pas simple, mais on n'a pas le choix. Bon, puis c'est vrai que chaque dispositif a son cadrage, donc bon, il faut un minimum. Exactement. Okay. Voilà. Florence, peux-tu nous dire également qui sont les différents acteurs autour de ce dispositif? Alors, au niveau des acteurs, donc la coordination du dispositif, comme je vous l'ai dit, est à l'initiative donc du GIPAL Formation. Donc c'est le DAVA de l'Académie de Lyon qui a réalisé donc l'expérimentation de 2016 à 2018 et qui en fait voilà, nous a donné un petit peu les pistes à suivre, les choses à faire, à ne pas faire, des conseils, etc. Pour que nous, on se lance dans le projet. Donc sur Dijon, le projet est piloté par le DAVA et le CRCP-VAE, voilà. Et un travail de sourcing a été fait donc sur ce projet, puisqu'en fait on est parti d'une feuille blanche, hein, voilà, avec un public de primo-arrivants qu'on ne connaissait pas forcément. Donc pour appréhender un petit peu tout ça, j'ai fait pas mal de sourcing, hein, et donc là, je vous ai mis une petite liste qui n'est pas exhaustive, hein, mais bien évidemment, travailler avec l'OFI de Dijon. Donc l'OFI me communique un maximum de candidats. Donc quand ils ont des primo-arrivants qui correspondent aux prérequis, on a une fiche de liaison et donc ils me remplissent une fiche et c'est comme ça donc que j'ai les candidats. Et après, donc je les appelle, je leur présente le dispositif et puis on a un échange, voilà, un échange par téléphone souvent, voir si les prérequis sont bien validés, parler de leur expérience, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on commence à discuter, à construire, à échanger, à voir si c'est possible, si c'est pas possible, s'ils ont le temps, pas le temps, s'ils ont les preuves aussi de leur expérience. Enfin voilà, donc là on commence un petit peu le travail de communication autour de ce dispositif. J'ai également Hyperactif 21, donc qui m'a beaucoup aidé aussi et qui m'aide toujours hein, dans la communication autour de ce projet, dans la mise en relation, parfois dans les questions que voilà je peux avoir. Donc ça aussi c'est un dispositif qui est très intéressant. J'ai également la DRETS qui m'a aidé, Coalia, la mission locale Dijon, Amphore. Donc merci Amphore pour aussi cette possibilité hein, de communiquer à nouveau sur le dispositif. Le SPRO donc de la BFC, la préfecture de la Côte d'Or, Fédération des acteurs de la solidarité BFC,
Pôle emploi, le Greta, Viltaïs, Sésame, les associations, et j'en passe. Et c'est vrai que c'est tous ces acteurs-là, en fait, c'est une communication en fait, que j'ai faite tout au long de l'année 2021, que j'ai refait en début d'année, qui permet de faire connaître le dispositif sur les 4 départements de la Bourgogne, puisque là, on n'est vraiment que sur les 4 départements, on n'est pas sur la Franche-Comté. Pour l'instant, on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est vraiment important de communiquer, de faire des rappels, puisqu'il y a beaucoup de dispositifs pour beaucoup de personnes. Parfois, on est un peu perdu. Mais en tout cas, vous n'hésitez pas, si vous pensez avoir quelqu'un dans vos contacts, dans des personnes voilà, avec qui vous échangez, qui correspond un peu, voilà, qui a les prérequis, une expérience, etc., vous n'hésitez pas à me communiquer ces coordonnées. Et après, moi, je me chargerai de prendre contact avec la personne et de discuter vraiment avec elle pour essayer voilà, de la faire entrer, si c'est son souhait en tout cas, dans la VAE. Voilà. Okay. Et Florence, donc pour nos collègues de Franche-Comté, lorsqu'ils sont face à un cas de figure comme ça, vers qui peuvent-ils se tourner en attendant que ce soit mis en place, on va dire, sur la Franche-Comté? Alors, vers qui, en fait, après, il y a Pôle emploi qui peut prendre en charge voilà, des formations, des choses comme ça. Après, rien ne les empêche de rentrer dans un dispositif classique de VAE avec une aide de Pôle emploi pour des stages, pour peut-être du FLE avec des partenaires. Après, il est possible aussi, mais en tout cas sans passer par ce dispositif-là. Pour l'instant, c'est vraiment Bourgogne. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Alors, concernant donc la question de Madame Pernaut, donc en fait pour certains métiers, en tout cas, la VAE n'est pas possible. Et avocat, entre autres, c'est pas possible. Médecin non plus, j'en passe et d'autres. Donc là, si les métiers en question ne sont pas possibles par la VAE, on ne pourra pas les faire entrer dans ce dispositif. Il faut vraiment que la VAE soit possible. Très bien. Du coup, quelles sont les étapes spécifiques de la démarche VAE? Alors, les étapes. Donc, on va. En fait, c'est des étapes, on va dire, un petit peu quand même classiques de la VAE, puisqu'on va faire en premier. Enfin, la première chose qu'on va faire, c'est de la formation collective ou individuelle. Donc, pour ma part, je communique. Voilà, j'ai fait du sourcing. Et en fait, c'est chaque structure qui, quand elle rencontre un candidat primo-arrivo potentiel, me le transmettent, soit par le biais d'une fiche, soit par un mail. Donc moi, je fais plutôt de l'information individuelle, puisque chaque parcours est vraiment individuel et quand même assez complexe, puisqu'il y a la barrière de la langue quand même. Donc moi, je préfère parler aux personnes une par une, plutôt qu'au sein d'un groupe, puisqu'ils n'ont pas le même niveau de français, pas le même niveau de compréhension. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est de la formation individuelle. Donc souvent, on commence par une communication par téléphone. On peut faire aussi de la visio, et après, on peut faire aussi du présentiel, voilà, pour vraiment avoir une information qui soit complète et qu'on s'assure que tout soit bien compris. Ensuite, donc une fois que le dispositif a été présenté donc aux primo-arrivants, on envoie, donc je leur envoie un mail de confirmation de ce que je leur ai dit, avec les différentes demandes en termes de prérequis, le titre de séjour, le niveau de langue, s'ils ont un papier qui atteste, une feuille qui atteste leur niveau de langue, ou alors nous, on leur fera faire une évaluation de leur niveau ensuite. Et ensuite, je vais leur demander évidemment les fameuses preuves de leur expérience. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un peu long, le temps qu'ils les retrouvent ou s'ils ont un contact dans leur pays qu'ils demandent. Voilà, donc c'est vrai qu'en général, il y a besoin quand même de les relancer, soit par mail, par téléphone,
pour leur dire, voilà, j'ai une partie des pièces dont j'ai besoin, il manque encore ça. Hein. Donc, c'est vraiment, on va travailler step by step, étape par étape, mais il y a beaucoup de travail de relance, de vérifier que c'est compris. Moi, je travaille aussi beaucoup avec, alors soit le conseiller de Pôle emploi, soit la personne référente ou la personne qui suit le primo-arrivant, pour essayer d'avoir vraiment une double information, de lui dire, ben voilà, j'ai eu le primo-arrivant, aujourd'hui par téléphone, j'ai demandé ça et ça pour qu'il y ait un espèce d'échange, pour qu'on essaie de ne pas perdre la personne, sachant qu'il y a un potentiel. On a vraiment décelé qu'il y avait un potentiel, une expérience, un savoir-faire, une volonté, mais peut-être que voilà, après, elle est prise par d'autres choses qui nous échappent, ou il y a aussi souvent des familles à s'occuper, etc. Donc voilà, c'est vraiment un travail alors, de tous les jours, je dirais, parce qu'il faut pas les perdre. Il faut vraiment qu'on s'assure qu'ils sont toujours intéressés par cette VAE, même si on sait que ça va pas être facile. Voilà, il faut essayer de toujours leur dire, bon, on va passer par les cours de FLE, puis après on va vous aider pour le livret 1, etc., etc. Il faut pas les lâcher comme ça, parce qu'ils ont vraiment un potentiel sérieux. Ensuite, donc une fois qu'on a fait tout ce travail d'échange, évidemment, on va leur demander leur CV, donc souvent ils ont un CV, et on va leur demander aussi de remplir une fiche descriptive de leurs activités dans leur pays. Donc c'est une fiche bien sûr en français, écrite en français, donc c'est là que la personne référente ou la personne conseiller de Pôle emploi peut aider, parce qu'on va leur demander de nous décrire chaque mission qu'ils ont fait en mettant en avant leurs compétences, voilà, de manière à pouvoir identifier après un diplôme, puisque moi en fait je vais envoyer donc le CV et le parcours aux certificats, aux experts en diplôme, qui, au vu du référentiel et du parcours du candidat, vont identifier un diplôme possible ou plusieurs diplômes possibles. Voilà. Donc après ce diplôme, évidemment, on va en faire part au candidat. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, un CAP, un titre pro, une licence, un master. Enfin voilà, il y a vraiment plein de diplômes. Et ensuite, on va leur réexpliquer un peu les différentes étapes. Donc ensuite, on va leur demander donc de remplir le livret 1. Alors, de remplir le livret 1 ou de les accompagner, puisqu'on sait que voilà, c'est pas toujours simple. Donc les collègues, par exemple, du DAVA de Dijon, voilà, sont dans ce cadre-là très très aidantes pour le livret 1, donc vont appeler le candidat et puis vont l'aider dans cette démarche. Voilà, en attendant donc la recevabilité. Donc on va pas prendre un candidat si d'avance on sait qu'il va pas être recevable pour X raisons. Si on les met dans le dispositif, c'est qu'il y a vraiment le niveau de français qui est là, qui a toutes les preuves, et qui a aussi une volonté du candidat de s'engager, puisque on a 15 parcours sur Dijon à faire sur les 2 années du projet, sur 2021-2022. Donc, on n'a pas non plus 15 parcours, c'est beaucoup, et en même temps, c'est pas beaucoup. Mais 15 candidats à suivre, c'est déjà beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de travail. Donc, parfois, les candidats, on les perd puisqu'ils s'en vont, ils vont travailler et ils quittent la région. Donc, voilà, les 15 parcours-là, il faut vraiment qu'on soit sûr qu'ils vont aller au bout, en fait. Ensuite, donc... Florence, justement, par rapport à cet accompagnement du candidat, est-ce que c'est gratuit? Oui, tout à fait. Puisqu'en fait, la Diane, donc c'est un financement qui permet de financer les 15 parcours. Les 15 parcours, alors c'est financé, et il y a aussi un recours aux partenaires, aux différents partenaires pour ce projet. Donc le but, c'est vraiment de leur offrir cette possibilité-là. Donc il y a 0 frais.
Ensuite, le point 4, donc c'est aide pour constituer le dossier de recevabilité. Donc c'est comme je vous l'ai dit, hein, suivi personnalisé en lien avec le référent du parcours. Donc dans chaque académie, il y a des référents de parcours donc, qui vont s'occuper au plus près des différentes étapes des parcours des candidats. C'est en fait le but, c'est toujours d'avoir un lien, de ne jamais avoir de rupture, puisque le candidat pourra avoir des cours de FLE, ensuite un stage à faire ou une formation. C'est que vraiment le référent suive les différentes étapes de parcours du candidat et les différents partenaires qui seront mis dans ce parcours. Donc ça, c'est très important aussi. Hein. C'est qu'à un moment donné, on n'ait pas une rupture et une perte du candidat à la suite de ça. Okay. Donc ensuite, une fois que la recevabilité est accordée, eh bien, en fait, on va mettre en place la partie accompagnement personnalisé, donc avec le candidat. Et là, on va pouvoir mettre en place donc des parcours de formation, du FLE, des stages d'immersion ou des formations autres. Donc, en lien avec les partenaires, donc le Greta, Pôle emploi, des entreprises ou des partenaires divers, des associations, etc. Donc là, on va vraiment avoir recours, on va faire de l'ingénierie personnelle, en fait. Donc ça, c'est très, très intéressant, puisqu'on est à la recherche donc, sur les 4 départements hein, de différents partenaires. Le but, alors bien sûr, on va pouvoir faire du présentiel, on va pouvoir faire du distanciel, hein, comme tout le monde. On va essayer d'être au plus pratique pour le candidat, puisque le candidat peut, de son côté, avoir un emploi. Donc, il ne faut vraiment pas lui demander, évidemment, d'arrêter son emploi, puisque la VAE n'est pas... Il n'y a pas de salaire hein, quand on fait une démarche, une VAE. Donc, on sait très bien que les candidats auront besoin de travailler, mais le but, c'est vraiment essayer de faire attention aussi à son planning à lui. Donc, essayer de trouver du distanciel, du présentiel, puisque c'est important aussi, pourquoi pas de l'individuel, pourquoi pas du groupe aussi, puisque c'est important. Enfin, il y a plein de choses différentes qu'il faut que l'on mesure aussi. Voilà. Le point 6, suivi du candidat donc, tout au long de son parcours de VAE, avec une aide à la méthodologie. Donc là, bien sûr, on va lui expliquer comment faire son dossier de validation hein, dans le cadre, par exemple, d'un diplôme de l'éducation nationale, puisque là, c'est un dossier assez complet hein, par rapport à celui fait pour un titre pro, où là, c'est beaucoup moins... on rentre moins dans le détail, puisque devant le jury, il y aura une mise en situation de travail. Voilà, donc bien faire le distinguo. Mais en tout cas, voilà, le candidat, on va l'aider tout au long de son parcours à chaque étape. Hein, c'est vraiment ça le maître mot. On va faire en fait de la dentelle. Hein, on raisonnera pas en collectif. Voilà, puisque chaque candidat est encore plus différent qu'un autre candidat. Et on l'aidera aussi pour son entretien devant le jury. Donc ça aussi, ça fait partie, comme une VAE classique. L'étape finale, hein, c'est de passer donc son entretien. Et pour ça, il doit être prêt. Alors, il y a pas mal de questions. Oui. Oui. Du coup. Donc, la première que nous avons là, c'est quelle est la durée moyenne d'un accompagnement, c'est-à-dire donc jusqu'à la reconnaissance, validation du diplôme? Alors, écoutez, en fait, ça va dépendre de l'avancement du candidat. Pour l'instant, je vais vous dire, j'ai des candidats qui sont en cours, hein, qui n'ont pas encore fini, mais on va dire que la durée moyenne, ça va être entre 9 mois et 1 an. D'accord. Donc, c'est vrai que dès le départ, il faut vraiment dire aux candidats aussi que ça ne va pas arriver dans 4 mois, dans 6 mois. On sait que ça va être long. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on les laisse à un moment donné. Il faut toujours qu'ils sentent qu'ils sont soutenus et voilà, leur donner de la motivation et vraiment leur montrer la validation, leur diplôme qui les attend au bout. Ok.
Alors, autre question. Si l'accompagnement et le parcours du livret 2 est co-traité avec les partenaires, pourquoi les PRC en Bourgogne n'interviennent pas dans l'étude des parcours et la constitution du dossier de recevabilité? Alors, je pense que c'est parce que c'est un projet, un dispositif qui est porté par le DAVA. D'accord. Donc, c'est sans doute dû à l'expérimentation? Voilà, exactement. C'est vraiment une expérimentation sur 2 années. Donc après, voilà, il n'y a pas de, c'est pas quelque chose C'est qui, pas une alors, restriction, en fait, ça risque d'être, ultérieurement, sans doute, la possibilité d'être traité par les PRC. mais alors après, moi, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais Mmh. en tout cas, je ne pense pas que ce dispositif va s'arrêter. Mmh mh. Sûrement il va prendre une nouvelle forme, il va Mmh. s'élargir. Donc je pense que voilà, là, c'était une expérimentation. Il y aura d'autres choses qui vont arriver après le mois de décembre. C'est certain. De toute façon, avec ce qui se passe, je pense que voilà, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Mais c'est pas une volonté, voilà, d'exclure les PRC Mmh. du tout. D'accord. Sinon, il y a une autre question, c'est est-ce qu'il y a en gros, donc une mise en situation, professionnelle pour toutes les certifications? Non, c'est uniquement pour les titres pro. D'accord. Les titres pro, voilà, le passage devant le jury, en fait, c'est une mise en situation pro. Pour tous les autres, pour les diplômes du supérieur, c'est un passage devant le jury. Pour les diplômes de l'éducation nationale, c'est pareil. OK, très bien. Voilà. Sinon, il y a quel type de public? Mais là, du coup, je sais Public, je ne sais pas ouais, quel type de public. si vous pouvez nous préciser, Ouais, ouais. votre question? Euh, Salima, si vous pouvez nous Salim préciser Malandais, votre oui. question? Madame Parent, donc je pense que j'ai répondu. Madame Bignet Ouais, aussi. Madame Landais, voilà. Bon, je sais pas. on va attendre plus tard. Non. Donc voilà, donc en fait, vous voyez que les étapes de la VAE, en fait, on les retrouve dans la VAE classique. Mais Mmh. là, vraiment, c'est du renforcé. C'est qu'on va vraiment mettre en œuvre voilà, tout ce qu'on peut pour les amener à valider. Puisque D'accord. c'est vraiment dans le cadre de ce dispositif. Ce dispositif prévoit des cours de FLE Mmh. en plus et ces fameux stages en immersion, des formations, etc. possibles. C'est vraiment prévu dans le dispositif. C'est pour ça que nous, on les inscrit dans le parcours. Très bien. Oh, Florence, peux-tu nous dire combien y a-t-il de candidats actuellement, primo-arrivants, engagés dans le parcours? Alors, donc ça, je pense que ça vous intéresse tous, enfin toutes et tous, parce que là, Voilà. c'est vraiment le concret. Voilà. Mmh. Donc, avant de vous montrer les chiffres, pour vous faire un petit retour, on a commencé donc en janvier 2021 avec une feuille blanche. Donc, une feuille blanche, il a fallu tout construire et commencer donc à trouver des candidats. Et comme je vous l'ai dit aussi, la Bourgogne donc, a un financement pour 15 parcours de VAE, avec les prérequis que je vous ai montrés. Donc, aujourd'hui, Tintin. Aujourd'hui, nous avons donc 6 candidats qui ont déposé leur livret 1. Donc, D'accord. qui sont engagés dans leur parcours. Donc, c'est 3 hommes, 3 femmes. Alors, il n'y a pas de. Voilà, c'est le hasard Oui. qui a fait ça. Au début, j'avais beaucoup d'hommes et pas du tout de femmes. Donc là, voilà, j'ai 3 hommes et 3 femmes. Donc, je vous ai mis les origines pour information. Donc, sénégalaise, ivoirienne, marocaine, syrienne, africaine et afghane pour les hommes. Au D'accord. niveau des diplômes, pour les femmes, on a un BTS SAM et 2 bacs Projet A. Pour les hommes, on a un CAP tailleur de pierre, BTS métier de la mesure et un CAP coiffure. Mmh. Et là, actuellement, j'ai 2 dossiers en cours de dépôt du livret 1, donc c'est 2 femmes également, pour un BTS MCO et un BUT informatique. D'accord. Sur les 6 candidats, j'en ai 4 qui ont commencé leur accompagnement.
Donc, les personnes ont rencontré l'expert en diplôme. Donc, il leur a parlé du diplôme en question, du référentiel, et qui les a aiguillés sur les activités à développer dans leur dossier de validation. Okay. Voilà. Ensuite, j'ai 22 contacts primo-arrivants qui n'ont pas abouti. Alors, pour différentes raisons. Après, c'est des personnes qu'on a à un moment donné et qu'on n'a plus après, parce que voilà, ils ont pris un contrat intérim. Ils se sont orientés vers une formation certifiante, puisqu'en fait, comme je vous ai dit, la VAE, quand on fait une VAE, on n'a pas de revenus. Donc, ils avaient besoin d'un revenu, donc ils ont fait une formation DAC. Il y en a un qui avait quitté la région Bourgogne. J'ai des candidats, donc j'en ai au moins 2, qui ont une expérience professionnelle. Donc là, ça m'en fait 3 avec la personne que j'ai rencontrée la semaine dernière, mais qui n'ont pas de preuves écrites de leur expérience. Donc du coup, moi, je ne peux pas leur proposer le dispositif. Donc ça, c'est compliqué, effectivement. J'ai ensuite une candidate qui a un parcours professionnel d'infirmière, qui n'avait pas de preuves suffisantes et qui a été orientée. Donc là, je me suis tournée vers le ministère de la Santé, qui s'est orientée vers un poste de faisant fonction d'aide-soignante. Donc du coup, j'ai recontacté le dispositif Hyperactif, qui est un dispositif de la Croix-Rouge, et qui a orienté cette personne vers un poste de faisant fonction d'aide-soignante, pour qu'elle ait son expérience de 1 an et qu'elle puisse faire une VAE ensuite. Ensuite, j'ai un candidat avec une expérience dans la mécanique, mais à niveau de français trop faible. Donc, on lui a préconisé de suivre déjà des cours de FLE, et après de s'orienter vers une formation. Puisqu'en fait, le but, c'est que quand on a un candidat, c'est de ne pas lui dire on vous prend dans le dispositif, donc c'est tout bon, ou alors on ne vous prend pas et on vous laisse de côté. C'est on ne vous prend pas parce qu'il y a ça et ça, mais on vous propose de contacter, pourquoi pas, l'AFPA pour une formation, de retourner vers Pôle emploi, ou on essaie de lui donner des pistes différentes. Ensuite, j'ai une candidate qui est enseignante en français, qui souhaite intégrer un Master 1, mais qui doit obtenir un niveau de français C1. Donc, vous voyez, là, c'est très élevé. Cette candidate, vraiment, a tous les bagages pour, mais du coup, elle n'arrive pas à se décider. Donc, je ne sais pas pourquoi. Par contre, donc, pour l'instant, elle ne s'est pas engagée. D'accord. Et donc, j'ai un candidat irakien, comme je vous ai dit, que j'ai rencontré la semaine dernière, et qui a 27 ans d'expérience dans le métier de technicien frigoriste, mais qui a 0 preuve de son expérience. Donc, ce candidat-là, j'ai eu sa conseillère Pôle emploi très longuement. C'est un candidat qui est très, très bien suivi, mais qui ne comprend pas, qui est en colère, parce que ça fait 2 ans qu'il est en France et qu'il n'arrive pas à trouver de travail. Mais bon, en fait, il ne veut, c'est pas qu'il ne veut pas écouter, mais il y a des choses qui lui sont dites, mais il n'est pas encore prêt à les prendre en compte, pour lui permettre d'avancer vers un autre chemin. Donc ça, c'est compliqué, puisque du coup, la VAE, ça ne sera pas une solution pour lui. D'accord. Voilà. Alors, du coup, je vais te poser une question sans doute bête. Justement, pour ce candidat, la VAP 85 ne pourrait pas convenir. Pardon, la VAP 85. C'est-à-dire, en fait, c'est une validation des acquis professionnels qui date donc d'une loi de 1985 et qui portait essentiellement justement sur les acquis professionnels. Écoute, après, pour l'instant, alors ce que je n'ai pas dit, parce que c'est vrai que le candidat ne me l'a pas dit non plus, mais il a vu avec sa conseillère de Pôle emploi, c'est qu'il avait des problèmes de dos, en fait. Et que donc c'est un facteur qui lui empêchera sûrement de poursuivre dans ce domaine. D'accord. Parce que donc après, quand on se met en relation avec d'autres personnes, du coup,
on comprend qu'il y a aussi des facteurs qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui va pas aller dans son sens de continuer dans cette voie. Puisque s'il a des ennuis de santé, ça va être compliqué. Donc, je pense que voilà, ce dispositif-là ne pourra pas malheureusement être une solution pour lui. D'accord, très bien. Mais il a une autre expérience qu'il pourrait mettre en avant, mais c'est vrai que après, c'est aussi au candidat de vouloir se sortir de la situation aussi, quoi. Et de ne pas rester sur ça qui, malheureusement, n'a pas un avenir pro pour lui. D'accord. Donc, c'est un peu compliqué, parfois. Je doute, je me doute. Un peu compliqué. Et j'ai aussi en tête un profil, une personne, une femme, vraiment un très très bon contact, parce que c'est vrai qu'on noue vraiment des contacts très intéressants. Les gens sont sensibles au fait qu'on souhaite les aider, les aiguiller, les amener à avoir un diplôme. Et j'avais une femme, c'est une des premières que j'ai eues, qui avait une très belle expérience, qui pouvait allègrement avoir un BTS, MCO en plus, il me semble. Et elle travaillait dans une gare dans son village pour faire des ménages. Donc, elle travaillait le matin de bonne heure. Et donc, on était presque prête à monter le dossier. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Okay. Hop, voilà. Je reviens. Et en fait, cette dame-là, donc on était presque prête à s'engager dans le dispositif et tout. Et en fait, elle m'a fait un très, très gentil message sans aucune faute de français, me disant qu'elle avait des enfants et qu'elle était obligée d'augmenter le nombre d'heures de ménage dans cette gare et que du coup, pour elle, c'était pas possible de travailler plus, de s'occuper de ses enfants et de mettre en route une VAE. Donc, c'est vrai que ça m'a ça m'a fendu le cœur parce que je me suis dit, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage parce que les gens, elle avait du potentiel et de la volonté. Et en fait, elle a arrêté puisque manque pas de possibilités pour le moment, quoi. Alors, c'est bien que parfois, la vie fait qu'on doit prioriser effectivement le salaire pour pouvoir vivre. Ça se comprend. Exactement, oui. Donc, il y a des profils qui sont c'est pas facile. Et quand on connaît leur parcours, c'est là encore moins. C'est sûr. Donc, nous allons passer à... Mais oui, comment promouvoir ce dispositif? Alors, donc, la promotion du dispositif, en fait, c'est d'en parler. Donc, je vous rappelle, 15 parcours VAE financés d'ici décembre 2022. Donc là, je vais avoir une personne qui va avoir sa recevabilité. Donc, on va monter à 7 personnes dans le dispositif. On a encore de la place. Il y a toujours des personnes qui sont en cours. Je ne sais pas si je pourrais les amener jusqu'à la recevabilité, mais en tout cas, on va essayer. Mais en tout cas, c'est vraiment d'en parler autour de vous, pour ceux qui sont en contact avec ce public-là, de bien regarder la carte de séjour, le niveau de français, les preuves de leur expérience, et puis d'en parler aussi à ces personnes-là, pour les personnes volontaires, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Ces gens-là ont une volonté incroyable quand même de se relancer de nouveaux challenges, une nouvelle vie. Bref, c'est quelque chose qui est quand même pas simple. Mais en tout cas, vous n'hésitez pas. Ce dispositif est toujours là jusqu'à décembre. C'est vrai qu'il va falloir qu'on construise, que les parcours soient quand même construits. Donc, on ne pourra pas prendre un candidat, je pense, en décembre. Mais en tout cas, jusqu'à septembre, octobre, novembre, mais en tout cas, après, il va falloir vraiment qu'on construise son parcours pour qu'à la fin du mois de décembre, tous les parcours soient construits, même si ils vont encore être un peu à cheval sur 2023, mais en tout cas, au niveau budget, il faut que tout soit bouclé en décembre. C'est ça. Donc, on a encore quelques mois. Donc, vous n'hésitez pas, que ce soit des femmes, des hommes, dans n'importe quel domaine, des métiers avec une validation possible par la VAE. Ça, c'est important.
voilà, on essaiera de trouver vraiment tous les moyens pour les faire entrer dans le dispositif et de les suivre pour les accompagner. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le webinaire avec Amphore, avec Christine, que je remercie infiniment, puisqu'on a eu des petits soucis de connexion de droite et de gauche lors de nos essais. Mais en tout cas, c'est vraiment de se mobiliser autour de ce dispositif, d'en parler au maximum. Vous avez une page sur les réseaux qui est en place pour ce dispositif, donc vous n'hésitez pas à liker, à partager, à la consulter, en tout cas. Et puis voilà. Donc, pour ma part, j'ai terminé les prérequis, les certifications, les parcours et les engagements à aujourd'hui. Donc, je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Voilà, oui, en Bourgogne. Il n'y a qu'en Bourgogne pour l'instant. Donc, voilà, on espère bien que ce soit étendu à la Bourgogne-Franche-Comté, parce que j'imagine bien que les collègues de Franche-Comté peuvent avoir donc des candidats, mais bon, voilà, ça semble pas aussi facile que ça à mettre en place. Donc, on va attendre avec l'espoir que ce dispositif soit dispensé sur le plan national complet, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de régions qui sont aussi sensibilisées, à mon avis. Parce que j'ai des collègues en Normandie qui ont entendu parler du dispositif, qui commence à être développé, et donc voilà. Je pense que c'est un dispositif qui tend à se développer sur le périmètre national. Tout à fait. Donc, en Franche-Comté, du coup, pour l'instant, le dispositif n'est pas actif, en tout cas en Franche-Comté. Mais c'est quelque chose que vous devez garder en tête, puisque l'an prochain, il y aura sûrement d'autres, des dispositifs autres qui seront mis en place. Voilà, donc en fait, c'est déjà au moins des informations qu'on pourra tenter de faire remonter donc auprès des partenaires pour qu'il y ait le déploiement géopolitique. Exactement. Donc en fait, si jamais, pareil, vous souhaitez que je me déplace, alors je dis je encore, puisque ma collègue Sarah est arrivée hier, donc si on se déplace, on se déplacera, je pense, dans les premiers déplacements ensemble. Mais si vous souhaitez que je présente le dispositif de manière, en présentiel ou en webinaire, etc., ou en distanciel, vous n'hésitez pas à me solliciter. Je suis là pour ça. Le but, c'est vraiment de communiquer encore et toujours et de trouver, donc, si c'est un candidat, c'est un candidat. Si c'est deux candidats, c'est deux candidats. Voilà, c'est vraiment c'est de communiquer au maximum sur les 4 départements de la Bourgogne et de trouver donc les partenaires en rapport avec le parcours du candidat. C'est vraiment arriver à 15 personnes comme le budget que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me solliciter. J'ai mis donc après la slide mes coordonnées que je transmettrai bien sûr à ma collègue Sarah, mais en tout cas à disposition pour en échanger avec vous sans aucun souci, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup, Madame Biguet. Ah oui, voilà. Non, mais c'est pas que je pense que la grande question est de savoir effectivement pour que ça puisse être déployé sur l'ensemble du territoire, et voilà, pour pouvoir le mettre en application. Parce que je pense que c'est une ouverture de porte très intéressante pour les primo-arrivants, pour les réfugiés, où effectivement on constate tous qu'ils ont eu une vie avant d'arriver en France, heureusement d'ailleurs, et que justement, c'est prendre en considération le travail, l'expérience professionnelle acquise, et on se sent bien démuni quand on les accueille sur notre sol français, et de leur dire maintenant, il faut que vous recommencez tout à zéro. On peut comprendre aussi leur désarroi.
Exactement. immense. Alors j'ai une anecdote qui est vraiment très 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 jolie et très très sympa avec Madame Biguet. En fait, Madame Biguet qui est donc du CIBC, qui était en contact avec ma collègue de bureau au DAVA. Et donc, elles échangeaient comme ça par téléphone et ma collègue de bureau me regarde et du coup, elle fait tilt en disant que Madame Biguet avait quelqu'un, donc une candidate primo-arrivante, avec qui donc elle parlait du dossier de VAE. Et ma collègue a fait tilt et m'a dit peut-être que cette personne-là pourrait rentrer dans le dispositif VAE sans frontières. Et j'ai pris le téléphone, Madame Biguet était là, la candidate était là, et on a eu un très bel échange. Et du coup, la candidate va rentrer dans le dispositif VAE sans frontières pour un diplôme, un BTS MCO. Et c'est une candidate qui est charmante. J'ai eu un échange, enfin des échanges parce que vraiment je l'ai beaucoup en ligne et par mail. Vraiment, voilà, qui est charmante à tout point de vue, qui a un très beau parcours. Qui a la motivation. Voilà, donc ça fait vraiment chaud au cœur, puisque cette personne va pouvoir passer une VAE pour sa certification, donc qui sera prise en charge entièrement. Et donc ça, voilà, c'est vraiment un très beau parcours, une très belle rencontre. Donc si vous avez des gens comme ça auxquels vous pensez, vous n'hésitez pas. Si on peut les faire entrer, leur offrir cette VAE et la certification qui va avec, ça sera vraiment très, très chouette, quoi. Ok, très bien. Ok, bon, écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'en arrêter là. Donc, ne vous inquiétez pas, vous recevrez le support, le replay sera également disponible donc sur le site Amphore, il n'y a pas de souci. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire remonter. On essaiera donc de pouvoir vous y répondre le plus vite possible, donc sous une forme qui permettra justement aussi les échanges de pratiques, si possible. Donc ça, c'est aussi une idée que j'ai soumise donc à Florence pour que dans quelque temps on puisse imaginer qu'il y ait des demandes plus importantes sur le sujet et qu'on puisse y répondre pleinement. Voilà. Florence, je te remercie également infiniment pour cette présentation, surtout pour nous avoir éclairé sur ce dispositif qui ouvre des portes à certains réfugiés, à certains primo-arrivants, et c'est quand même quelque chose de très bien. Et je te remercie aussi donc pour cette contribution parce que bon, Amphore travaille également en partenariat avec le réseau des Cariforef au niveau national, justement pour accompagner la professionnalisation des acteurs qui accompagnent eux-mêmes les primo-arrivants sur le sol français. Donc, merci à toi de nous avoir apporté toutes ces informations sur ce dispositif. Et puis, donc, eh bien, je souhaite à tous une excellente journée et puis plein de belles choses pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Bon après-midi, prenez soin de vous et merci beaucoup Christine pour ton aide précieuse et de m'avoir permis donc de présenter le dispositif. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.